Moi, mon parcours se résume à une formation d'infectiologue avant d'être médecin-chercheur. J'ai suivi un parcours classique de formation comme interne, où déjà au cours de mon internat, je me suis un peu intéressé à la recherche. Ensuite, j'ai fait mon post-internat au CHU de Nantes. Déjà au cours de mon internat, j'étais passé ici à Cayenne et j'avais projeté de revenir quelques années après. La recherche clinique, finalement, c'est quoi? C'est passer d'une question de santé, parfois une question de santé publique, à un protocole qui va permettre d'y répondre. Par exemple, sur la téléconsultation, est-ce que la téléconsultation, c'est faisable en Guyane pour les patients qu'on suit pour une infection par le VIH? On pourrait se dire, je vais faire de la téléconsultation comme ça parce que moi je pense que c'est une bonne idée et je ne vais pas forcément surveiller que ça se passe aussi bien qu'avant. Donc la recherche clinique, pour expliquer rapidement ce que c'est finalement toutes les mesures, toute la méthode, tout le travail qui va être fait pour passer d'une question de recherche, c'est-à-dire une problématique, est-ce que j'ai besoin de mettre ce nouveau médicament, est-ce qu'il marche mieux, est-ce que ce nouveau test diagnostique marche mieux, est-ce que cette stratégie-là est mieux, etc. On a une question au départ, on va rédiger ce qu'on appelle un protocole avec tout un tas de choses pour préciser le nombre de personnes qu'on veut faire participer, quels sont les critères d'inclusion, c'est-à-dire quels sont les critères qui vont faire que telle ou telle personne peut participer dans la recherche, quels sont les tests qui vont être faits, comment on va les analyser et sur le plan réglementaire, quelles mesures doivent être mises en œuvre pour garantir la sécurité des participants dans le cadre de cette recherche. Et finalement, à la fin, on espère avoir des résultats qui vont nous permettre de répondre à la question qu'on avait au départ et qui vont nous permettre finalement, dans l'idéal, d'améliorer la prise en charge des personnes. C'est pour différencier la recherche clinique de la recherche en laboratoire ou de la recherche chez le volontaire sain. Quand on parle de recherche clinique, en fait, on veut dire par là de la recherche, des tests, des questionnaires, des prises de sang, des nouveaux médicaments chez des personnes qui viennent à l'hôpital ou qui viennent en consultation pour des problèmes de santé. On est chez des personnes qui sont réellement des usagers de soins. Ce sont ces personnes-là qui vont être les personnes éligibles pour participer au protocole de recherche clinique. C'est en fait un médecin qui va avoir un rôle soit exclusif, soit préférentiel vis-à-vis de la recherche clinique. Il va être là pour se porter garant du bon respect du protocole, c'est-à-dire de sa mise en place au départ, de son organisation localement dans le service dans lequel il va travailler, et qui va être là pour servir de support pour la bonne conduite de ce protocole et donc venir aider les collègues qui vont eux-mêmes inclure des patients, éventuellement en inclure lui-même, ce qui est mon cas ici. Il y a tout un travail de surveillance et de remontée d'informations dans le suivi du protocole vis-à-vis du centre promoteur, c'est-à-dire celui qui organise la recherche. Ça veut dire par exemple que s'il y a une suspicion d'événements indésirables, une hospitalisation non prévue, un symptôme non prévu ou nouveau, ou une évolution particulière chez un patient qui est dans un protocole, eh bien le rôle du médecin moniteur d'études cliniques, c'est de le signaler, de le reporter et d'apporter toutes les informations nécessaires pour analyser ce qui se passe et pouvoir répondre à la question est-ce que c'est en lien avec le protocole ou pas et dans quelle mesure ça l'est, etc. Donc c'est vraiment un rôle mixte entre le côté médecin classique, de soignant, et un côté vraiment dédié sur la recherche avec une vigilance particulière à la bonne conduite du protocole. Il y en a un qui a pour mission d'évaluer la faisabilité et l'intérêt de la téléconsultation dans le cadre de la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Il y a un protocole qui s'appelle Easy Santé, donc c'est un protocole de promotion interne à l'hôpital de Cayenne qui est en place déjà depuis maintenant presque 2 ans. Il y a plusieurs centaines de patients qui ont été recrutés comme participants. Moi, je participe pour ce projet-là, mais tout un tas d'autres médecins en fait, qui suivent des patients participent tout autant que moi finalement. Moi j'essaie effectivement d'articuler, de favoriser les interactions entre ceux qui vont organiser la recherche et puis sur le terrain les difficultés que peuvent éventuellement rencontrer les collègues. J'essaie de fluidifier un petit peu à ce niveau-là les problèmes qu'il peut y avoir, essayer de les résoudre. Et puis il y a d'autres projets qui sont aussi présents, il y a notamment des enquêtes biographiques sur les patients vivant avec le VIH ou vivant avec l'hépatite B. Originaire d'Haïti, ça c'est le projet Parcours. Il y a tout un tas de collègues de la cellule d'investigation, de la cellule de la promotion du CIC qui vont solliciter pour mettre en place ces études qui viennent de l'extérieur. Je pense notamment à l'étude Lepto3 qui est une étude qui va évaluer 2 durées de traitement différentes dans la leptospirose et ça c'est un projet assez ambitieux parce que c'est un projet de recherche clinique sur le médicament qui va comparer 2 durées de traitement courts ou plus ou moins longs dans la leptospirose et ça c'est un projet qui est piloté par la Martinique et qui va ouvrir bientôt dans tous les dom-toms. À Cayenne on espère pouvoir inclure certains patients. Un des enjeux majeurs de la recherche clinique dans un hôpital, c'est de
garder la même exigence dans le soin que dans la recherche clinique. Il faut savoir concilier les deux avec un niveau d'excellence le plus haut possible. On est toujours confronté un petit peu à l'écueil, pour certains collègues qui sont moins familiers de la recherche clinique, de se dire si je prends du temps dans ma consultation ou dans ma prise en charge pour faire de la recherche, expliquer des protocoles, est-ce que ça ne va pas impacter le soin que je fais de façon quotidienne? On doit essayer de faire cet effort-là. C'est vrai que ça demande un effort parce qu'il faut avoir bien digéré, avoir bien compris le protocole qu'on veut expliquer aux patients. Une fois qu'on l'a bien compris, qu'on en a bien saisi les intérêts, les limites, on peut l'expliquer correctement et c'est pas facile d'expliquer un projet de recherche à un futur participant. Il faut pouvoir répondre à ces questions, il faut pouvoir donner des informations qui soient suffisamment claires mais suffisamment aussi complètes pour que l'information soit bien perçue et que la décision de participer ou pas soit prise en toute conscience. C'est vrai que c'est quelque chose qui demande un effort supplémentaire du soin. Mais c'est aussi quelque chose qu'on doit attendre de médecins, de cliniciens qui sont impliqués dans un service au sein d'un CHRU. Petit à petit, avec des protocoles de plus en plus ambitieux, de plus en plus complexes, on va progresser dans le quotidien, essayer de montrer qu'on peut arriver à incorporer dans la prise en charge classique le fait de participer à de la recherche. Ça veut dire qu'il faut, quand on fait une consultation, peut-être l'anticiper un peu avant, se dire ce patient-là, je pense que je peux lui proposer, celui-là, peut-être pas tout de suite, peut-être la prochaine consultation dans 1 mois ou dans 3 mois, mais je peux déjà commencer à lui en parler un peu pour qu'il soit déjà un petit peu informé et que ensuite l'information soit plus facile pour aller un petit peu plus loin. Et donc il y a l'information, l'anticipation de donner cette information à la personne, mais il faut aussi être capable de pouvoir avoir une vue sur quels usagers de soins sont éligibles au protocole. Donc pour ça, ça demande une belle coordination entre différents corps de métier. Par exemple, il faut pouvoir avoir des informations qui viennent du laboratoire ou des informations qui viennent d'autres services ou des informations qui viennent de différentes sources au sein de l'hôpital pour qu'ensuite les personnes qui sont chargées d'identifier des usagers qui pourraient relever d'un protocole eh bien, puissent aller leur en parler, soit directement, soit en utilisant le médecin qui s'occupe naturellement du patient, soit avec des médiateurs en santé, ce qui est fait assez largement ici pour beaucoup de protocoles, notamment le protocole dont on a parlé, Easy Santé, et aussi pour Parcours. C'est vrai que quand on parle de recherche, la recherche c'est un mot qui peut faire peur, c'est un mot qui peut vouloir dire différentes choses en fonction des personnes, en fonction aussi de leurs connaissances ou de ce qu'ils ont déjà entendu. Il peut arriver qu'on ait besoin, dans un premier temps, de rassurer et d'expliquer ce que c'est que la recherche. On n'est pas chez des volontaires, on est chez des personnes qui sont souffrantes. Donc ça veut dire qu'elles sont potentiellement en situation de fragilité par leur maladie, mais aussi potentiellement par d'autres facteurs qui peuvent les rendre plus vulnérables. Je pense à des problèmes par exemple sur la barrière de la langue, des problèmes sociaux, des problèmes divers et variés, qui vont faire qu'on doit avoir une attitude tout à fait loyale. Ça veut dire donner une information précise, à la portée de la personne à qui on s'adresse. Il n'est pas question de noyer les gens sous des flots d'informations qu'ils ne vont pas comprendre. Il faut leur donner des informations qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent mettre du coup en perspective avec eux-mêmes ce qu'ils s'imaginent de leurs soins et de ce qu'on doit leur faire. Je pense par exemple, est-ce qu'on doit faire une prise de sang en plus? Est-ce que ce médicament-là, il va avoir des effets secondaires? Enfin, il faut pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Et quand on a déjà une information loyale et que ce qu'on attend de la personne en face de nous, c'est pas qu'elle participe, c'est qu'elle comprenne ce qu'on lui dise et qu'une fois qu'elle a compris ce qu'on veut lui expliquer à propos du protocole, qu'elle nous dise si oui ou non elle veut participer. Un des enjeux majeurs, c'est que les personnes ne se sentent pas forcées de participer. Donc pour ça, il y a un temps de réflexion entre l'information et l'obtention du consentement. Ça, c'est un événement très important, ce temps un petit peu entre les deux. La remise de notes d'information qui peut être éventuellement traduite. On peut encore une fois, comme je disais, s'appuyer sur l'aide de médiateurs en santé qui vont être là pour faciliter justement on va dire l'information de la personne s'il y a une barrière de langue par exemple. Il y a aussi la possibilité, la liberté des participants de retirer leur consentement ou de pouvoir à un moment donné dire en fait j'ai changé d'avis, je ne veux plus participer. Et à ce moment-là, on le prend en note et on reprend le fil de suivi standard et il n'y a pas de modification de la prise en charge. Et donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à comprendre et pour des personnes qui ne sont pas déjà vraiment familières avec le milieu du soin et le milieu hospitalier, c'est vrai que cette couche-là de recherche clinique, ça peut parfois un petit peu impressionner. Mais
On peut y arriver, on arrive quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, à inclure plusieurs centaines de patients dans des projets de recherche et finalement on rend service à la population en modifiant potentiellement des pratiques, mais en le modifiant grâce à de la recherche faite dans un bon cadre réglementaire, avec des choses précises, des informations précisément recueillies auprès des usagers, et qui permet, in fine, soit d'améliorer la prise en charge, soit de se dire on pensait que ça c'était une bonne idée, finalement c'est pas une si bonne idée, ou alors finalement il y a une idée encore meilleure et on a montré que c'était celle-ci.